Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du projet 2 que je viens de finir. Donc j'ai passé ma soutenance, je l'ai réussi sans problème. Et du coup, on va faire un point sur qu'est-ce qui était attendu, qu'est-ce qui était demandé, quels sont les points sur lesquels il faut faire attention, etc. Bref, si vous en êtes au projet 2, ça va sûrement vous aider. Alors déjà, le projet 2, sur les 7 projets qu'il y a à faire, c'est la première grosse marche. Il y a 3 grosses marches sur les 7 projets, il y a le projet 2, il y a le projet 5, on commence JavaScript, et le projet 7, où là c'est l'apothéose, on fait du Node, du framework, on fait intégration, tout. Donc, le P2, c'est la première grosse marche, pourquoi? Parce que, en partant de zéro, il y a beaucoup de choses qu'on va apprendre. Il y a déjà apprendre à utiliser Git. Donc bon, les premières commandes sont pas très compliquées, mais tout de même, il y a Git, ça implique de connaître un minimum la console. Le HTML, CSS, donc le HTML, on va apprendre les CDN, l'indentation, nommer des balises correctement, voilà. Et pour le CSS, ça va être Flexbox, CSS Grid, Media Queries, pour le responsive, et puis toutes les propriétés CSS, voilà, position, display, margin, background, tout ça. Ça fait un gros morceau, et c'est un projet qui est prévu, je crois, sur 90 heures. Donc comme le projet 5, qui est considéré comme le plus dur, c'est un projet qui est prévu sur 90 heures, tout simplement parce qu'il est très... Il demande d'apprendre beaucoup de choses. On peut pas commencer directement. Je me perds, voilà. On peut pas commencer directement avec le P2 si on s'est pas déjà entraîné à intégrer des plus petites maquettes. Donc déjà, premier conseil que je peux vous donner, c'est vous entraîner à intégrer des maquettes un peu plus simples. Vous allez sur Google, vous trouvez un site un peu simple, un site que vous aimez ou j'en sais rien, et vous essayez de le reproduire. Je pourrais prendre par exemple ce site-là, qui est peut-être un bon exemple. Mais en tout cas, voilà, vous cherchez des sites et vous essayez, non, peut-être un peu trop compliqué pour commencer, et vous essayez de les intégrer tout en HTML, tout en CSS, et bien sûr, sinon ça sert à rien, le responsive. Donc le responsive, si vous ne savez pas comment on fait pour tester le responsive, clic droit, inspecter l'élément, et là vous aurez la possibilité de choisir différents devices ou alors faire à la main comme ça. Alors, j'ai eu le compte rendu de ma soutenance et du coup je vais vous dire ce qui était le barème, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qui compte dans cette soutenance, qu'est-ce qui va faire que vous allez réussir ou non. Les premières choses regardées, c'est est-ce que la page web est fidèle à la maquette, donc est-ce que tous les éléments ont été intégrés dans le code. Est-ce que le code CSS est dans un ou plusieurs fichiers, mais en tout cas pas dans le HTML, c'est-à-dire pas dans des balises style, mais vraiment dans un fichier à part. Les images sont dans un dossier séparé, voilà, un dossier SRC pour source, et là, image activité, hébergement, Xlarge, voilà, ça c'était fourni par le projet. Le code ne contient ni erreur ni alerte au validateur CSS. Alors ça va faire chez beaucoup de monde, mais il n'y a pas le choix, ce sera vérifié. Le validateur, vous copiez-collez votre code. Donc vous faites un CTRL-C, CTRL-V, vous le mettez ici, sur votre HTML, CTRL-A, et ça vous mettra toutes les erreurs et les alertes. Il faut qu'il n'y en ait aucune, je vais vous montrer à quoi ça doit ressembler, il faut qu'il n'y en ait aucune. Et ensuite, pareil pour le CSS. Normalement j'en ai aucune ici, voilà, il n'y en a aucune. Et pareil pour le CSS. Alors le CSS, ça peut être un peu plus dur, mais en général, on peut tout corriger. Par exemple, moi, j'avais une erreur comme quoi j'avais une bordure qui était la même couleur du background. Bon, t'enlèves la couleur de la bordure, tu la mets en transparent, et puis ça fait l'affaire. Donc voilà, il faut que vous ayez ça c'est obligatoire, sinon c'est pas valide. Ensuite, le style de la maquette est respecté grâce au CSS, ça logique. Le code HTML utilise des balises sémantiques. Les balises sémantiques, c'est quoi? C'est main, header, nav, enfin body, ça y est toujours, mais section, et le footer tout en bas. En gros, ce qui est dans le footer doit être encadré des balises footer, et dans main, vous avez en général toutes les différentes sections, quoi. En gros, on a header, main et footer. Le header, ça comprend en général le menu de navigation. Ensuite, le main, les différentes sections. Par exemple, sur Reservia, ça ressemblerait à ça. Le header, c'est le menu de navigation. On pourrait éventuellement le grossir jusqu'ici, le header, jusqu'au bouton recherché. Ensuite, section 1, section 2, ou alors une seule section, moi j'ai fait comme ça. Encore une section, et le footer qui est tout en bas. Ensuite, mettre en place son environnement front-end. En gros, le site peut être déployé grâce à Git sans passer par le FTP. Le FTP, c'est FileZilla. Donc, si vous avez versionné votre code avec Git, il n'y a pas de problème. Le code de l'application était branché sur GitHub ou GitLab. Je vous conseille GitHub parce que, pourquoi pas. Le versionning de l'application est effectué régulièrement. Alors, quand est-ce qu'on doit effectuer le versionning de son application? Alors, il n'y a pas de règle. Et en fait, moi je vous conseille, chaque fois que vous avez réussi à atteindre une étape, chaque fois que vous avez réussi à positionner comme vous vouliez tel div, chaque fois que si vous avez réussi à atteindre un checkpoint, on va dire, hop, git add étoile pour tout ajouter, tous les fichiers, git commit m avec la description de la modification, git push, voilà. Comme ça, et moi j'en ai fait, j'ai fait 36 commits pour mon projet 1,
en sachant que mon premier commit était quasiment quand le projet était fini, donc mauvaise pratique, mais voilà. C'est-à-dire que même une fois que le projet était fini, j'ai fait 36 commits pour les petits détails, donc voilà, chaque fois que je supprime un truc, un favicon, j'améliore l'annotation, un commit, voilà, donc c'est important. Votre fichier doit ressembler à ça, en gros, style CSS, index HTML, un dossier SRC, et puis maquette. Bon, maquette, c'est pas obligatoire, moi je l'ai mis. Et dans SRC, vous aurez activité, favicon, je l'ai mis, c'est pas obligatoire, logo, hébergement, voilà. Ensuite, pour le responsive, il faut évidemment que que la maquette s'adapte aux grands écrans, comme j'ai là, mais également aux écrans mobiles, on avait dit 375 pixels, et les formats intermédiaires. Ça, c'est à votre convenance, il n'y a pas de règle sur comment ça doit être intégré. Par contre, faut qu'aucun contenu ne soit tronqué, il faut que tout soit fait correctement. Il n'y a pas de bug et d'erreur lors du chargement, genre les images ne vont pas changer de taille subitement, bref, ça reste toujours correct. Les propositions des images sont toujours respectées, les proportions, pardon, des images sont toujours respectées, ouais, c'est ce que je vous disais. Petite astuce pour faire ça, vous mettez, alors on va chercher l'image, vous lui mettez objectif fit cover à votre image. Donc on parle bien de l'image, hein, c'est IMG qui fait. Vous mettez objectif fit, ça fera le meilleur compromis entre, la taille d'image centrée et pas trop flou. Donc c'est vraiment le meilleur compromis. Si je l'enlève, on va voir à quoi ça ressemble. Mais bon, en tout cas, mettez objectif fit, c'est vraiment le conseil cover, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner pour vos images. Et voilà. Alors, je vais mettre en description ou dans la vidéo, je mettrai le lien vers mon repo GitHub pour que vous puissiez voir mon site et voir comment j'ai agencé les choses. Ça pourra sûrement vous aider. Alors le but n'est pas de me copier, hein, parce que de toute façon, si vous n'arrivez pas à faire sans me copier le projet 2, vous êtes mal barré pour les autres projets. Vous pourrez voir ce que j'ai fait et ça pourra sûrement vous aider. Voilà, ce que vous faites quand vous avez, imaginons que vous n'arrivez pas à faire le bouton recherche correctement, comment je l'ai fait. J'ai mis un border none, j'ai mis ça et ça, ok, au niveau du margin, padding, comment c'est, ok, voilà. C'est ça le but. Le but, c'est vraiment que vous puissiez vous inspirer quand il y a besoin, voilà. Ça, c'est dit. Au niveau du déroulé de la soutenance, elle va durer 25 minutes, où en fait, vous allez jouer un jeu de rôle avec votre mentor, évaluateur, dans lequel vous allez être un stagiaire qui vient d'être recruté par une boîte, et le patron, qui sera votre mentor évaluateur, vous posera des questions, en fait vous devrez lui montrer ce que vous avez fait. Alors, vous devez parler dans un premier temps 10 minutes. Après, voilà, en 10 minutes vous présentez le projet, et après pendant 10 à 15 minutes, lui vous pose des questions, toujours avec le jeu de rôle du stagiaire. Mais pendant 10 minutes, en fait, c'est le plus important, c'est le plus dur, c'est un monologue de 10 minutes. Pendant 10 minutes, vous allez présenter votre site. Et en fait, c'est important de ne pas faire 8 minutes ou pas faire 12 minutes. Bon, après, selon le mentor, ce sera accepté ou pas, mais il y a un temps à respecter, c'est 10 minutes. Donc première chose, mettez un chronomètre, soit vous avez une montre, soit vous avez deux écrans comme moi, mettez un chronomètre et n'oubliez pas de le lancer, comme ça vous pourrez savoir exactement où vous en êtes et est-ce que vous avez le temps d'aborder tel ou tel sujet, bref, mettez un chronomètre, 10 minutes, ça vous aidera. Au niveau de, pour être sûr de parler de toutes les choses importantes sans perdre du temps, ce qu'il est conseillé de faire, et je tiens ça de la part de mon mentor, pendant les 5 premières minutes, vous allez montrer que le visuel. Pas de code, on parle pas de code. Vous montrez que les filtres ont bien été intégrés, que le bouton rechercher, il est bien, que là, quand on clique, ça met bien sur activité. Pareil pour hébergement, vous montrez que toutes les cartes sont cliquables, vous montrez que mes couilles, je sais pas moi, vous montrez que... Bref, vous montrez que tout était intégré correctement. Et toujours dans ces 5 minutes, vous montrez ensuite le responsive. Vous montrez que là... les boutons de menu, la petite barre bleue elle passe en dessous alors qu'elle était au-dessus avant, que la petite loupe est arrivée alors qu'elle était en display non ici, vous montrez que le contenu n'est pas tronqué, bref, vous montrez également le format maquette, tablette, pardon, voilà, vous montrez toutes les tailles d'écran, et ça pendant 5 minutes, voilà. Pendant 3 minutes vous montrez tout, ensuite pareil en mobile, ensuite pareil en tablette. Au bout de la 5e minute, on passe sur le code HTML. Le code HTML, où est-ce que je suis, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait? Ici, le code HTML, vous devez y rester 2 minutes dessus à peu près, parce que il n'y a pas grand chose à dire, le HTML c'est facile, hein. Vous pouvez dire que vous avez importé les Google Fonts de telle manière, pourquoi, le CDN des favicons, pas des favicons, pardon, des icônes tout court. Si vous avez mis des commentaires, mettez-le, parlez des balises sémantiques, parlez de l'indentation, parlez de la façon dont vous avez nommé vos divs, mais ça doit s'arrêter là. Le HTML, il n'y a pas 30 000 choses à dire. Donc là, vous êtes à 7 minutes, et les 2 minutes restantes, c'est le CSS. Vous parlez, et là, important, je l'ai mis, parlez des noms des propriétés. C'est-à-dire que c'est bien de dire que vous avez utilisé Flexbox. Ok, mais alors quoi par exemple, un exemple tout con, ici, pour le fait que hébergement et la barre bleue, il y a la barre bleue en haut, hébergement en bas, et comment est-ce que je fais pour faire passer la barre bleue en dessous? C'est avec Flexbox colonne reverse. On regarde ici, colonne reverse. Si j'enlève, hop, ça repart au-dessus. Voilà. Donc, mentionnez bien colonne reverse, par exemple, si vous l'avez utilisé. Mentionnez, parlez des noms des propriétés CSS. Parlez des media queries. Donc, moi, les media queries, elles sont
ici, vers la ligne 500 je crois, voilà, elles sont ici. Parler de CSS Grid si vous l'avez utilisé, ça se sera très bien vu. Comment est-ce que vous avez intégré la police et les icônes, ça c'est dans l'HTML peut-être, je sais pas. Et voilà, il faut qu'en 10 minutes vous ayez fini. Ensuite, comment ça va se passer? Le mentor va vous poser des questions pendant 10 minutes. Donc moi les questions qu'il m'a posées, il pouvait en poser d'autres, mais ce sera toujours autour de ça. GitHub et Git, c'est quoi la différence? Est-ce qu'on peut utiliser Git en local? C'est quoi l'intérêt d'utiliser Git et le versionning? Donc ça je vais pas vous répondre, je vous donne les questions, donc vous pouvez chercher les réponses. Elles sont dans les cours d'Open Classroom. De toute façon, donc c'est pas très compliqué. Ensuite, l'environnement de travail, comment tu testes? Comment est-ce que tu fais ton code? Donc moi j'utilise VS Code, peut-être que vous utilisez Sublime Text ou autre. Comment est-ce que vous faites les textes? Moi j'ai dit que j'avais l'autosave et le live server sur VS Code, donc je pouvais voir en direct les modifications que je faisais, mais vous pouvez faire autrement, vous pouvez faire F5, vous pouvez, je sais pas. Parler en gros de comment vous travaillez, pourquoi avoir choisi ces breakpoints? Moi c'est une question qui m'a posée aussi, c'est les breakpoints, c'est en gros les media queries. Pourquoi j'ai mis un media queries à 1200 et un 900, pourquoi pas à 1100 et 800? Eh bien moi j'ai dit simplement que c'était au visuel, quand je sais qu'il fallait changer les dispositions, je mettais un breakpoint, mais ça peut être autrement, vous pouvez très bien utiliser par exemple automatiquement les breakpoints de Bootstrap qui sont tout à fait optimisés pour les affichages multi-appareils. Ensuite, qu'est-ce que j'avais mis? Pourquoi les photos small et medium? Donc ça oui, vous savez que vous avez un dossier small, un dossier medium, un dossier large, donc pourquoi avoir choisi telle ou telle image? Et l'intérêt des polices sémantiques, je vous laisserai chercher, il y a un intérêt au niveau du SEO, il y a un intérêt au niveau de l'accessibilité. Et voilà, donc ça c'était pour la soutenance. On passe au projet maintenant en soi. Alors qu'est-ce qu'il y a à dire? Il y a beaucoup de choses à dire. Premièrement, comme je l'ai dit, vous devez vous entraîner à intégrer des maquettes plus simples. Allez sur un site que vous aimez et entraînez-vous à le refaire. Faites aussi, ça aide beaucoup, faites un clic droit inspecter pour voir comment est-ce que c'est construit le site sur lequel vous travaillez. Comme ça, vous pourrez apprendre des choses. Et vous pourrez recopier aussi pour le coup, même si c'est plus de l'apprentissage que du recopiage, ça vous permettra de comprendre. Il y a deux choses. En fait, il y a deux technologies à bien comprendre et qui vous permettront de faire le site de manière optimale. C'est comprendre le fonctionnement de Flexbox et comprendre le fonctionnement de CSS Grid. Parce que comprendre margin, padding, background, height, width, max width, tout ça, même le hover, tout ça c'est des choses qui sont faciles à comprendre. Le padding et le margin, c'est la marge interne, la marge externe. C'est facile à comprendre, c'est visuel, c'est très bien. Flexbox par contre c'est un peu plus compliqué à comprendre, et CSS Grid, si jamais vous l'utilisez, ce qui n'est pas obligatoire mais ce que je recommande, c'est beaucoup plus long de comprendre le fonctionnement, par contre ça vous aidera beaucoup. Donc première chose que je vous conseille, voilà, apprendre Flexbox. Déjà pour commencer, Grid on peut voir après, il y a un site qui est génial qui s'appelle Flexbox Froggy. En fait c'est pour apprendre le fonctionnement des Flexbox mais de manière gamifiée, c'est-à-dire avec des jeux, c'est très user-friendly, c'est très facile, c'est pas comme si c'était des cours de merde, c'est facile à comprendre. Et bien là, l'objectif, il y a 24 niveaux, c'est de foutre la grenouille verte sur son nénuphar vert. Donc quelle propriété de flex faut-il mettre? Est-ce que c'est flex end? Peut-être que c'est space between, on sait pas. Et en gros, il faut à chaque fois mettre la bonne grenouille sur le bon nénuphar. Voilà, c'est marqué flex direction. En plus, c'est en français, c'est super. Column. Voilà. Et si on met un petit column reverse, ça va les inverser. C'est ce que j'ai utilisé moi pour ce que je vous ai montré, le bouton d'hébergement tout à l'heure. Voilà, entraînez-vous à comprendre le fonctionnement des Flexbox et les propriétés, les plus compliquées, pas besoin, peut-être FlexWrap si, mais voilà. Je vais pas partir dans un cours sur les Flexbox parce que c'est pas le but de la vidéo, mais comprenez simplement une chose, Flexbox, vous mettez des propriétés Flexbox à une div et ça va impacter les enfants directs de la div. Pas les enfants sous 2, 3, 4 générations, les enfants directs. Ça veut dire que là par exemple, on voit que case text, c'est une div parente qui contient 2 divs, une div qui regroupe elle-même d'autres divs, mais on s'en fout, parce que je parle des enfants directs. Donc ça contient une première div qui contient name and price, donc c'est assez explicite le nom, et une div qui contient les étoiles. Donc si à ma div parent, je la mets en display flex direction column, ça veut dire qu'automatiquement les éléments enfants de case text se mettront sous forme de colonne. Donc si je l'enlève, automatiquement ça se mettra sous forme de row en ligne. Voilà, là j'ai toujours mes deux enfants, là j'ai toujours ma div parente qui est ici, mais les deux enfants sont sur une même ligne, voilà, donc je remets column. Et Justify Content, c'est la même chose, mais sur l'axe vertical. Voilà, en gros, comment ça marche Flexbox. Après, il y a d'autres, voilà, il y a Justify Content, Space Around, Flex End, bref. Je vous laisse chercher, mais comprenez ça. Je vais parler maintenant de CSS Grid, c'est pas du tout obligatoire d'utiliser CSS Grid, c'est un peu plus compliqué, mais ça vous le rendra bien si vous avez pris le temps de l'apprendre. En fait, comme pour Flexbox, vous mettez un display flex sur un élément parent, et là vous mettez un display grid sur un élément parent, et ça va impacter les enfants directs. On peut voir que sur cette div, ici là, j'ai deux enfants directs,
block accommodation et block most popular, donc c'est mes deux divs qui contiennent les cartes, et bien en mettant display grid à mon élément parent, et ben mes éléments directement enfants sont disposés sous forme de grille, vous voyez. Donc c'est long à expliquer, allez voir des vidéos, il y a des façons simples d'utiliser CSS Grid. L'avantage que ça a en fait, pourquoi c'est pratique, c'est que du coup, mes éléments sont disposés sous forme de grille, et ben pour le responsive, j'ai juste à dire qu'au lieu d'avoir par exemple 2 lignes de 3 colonnes, là c'est le cas, j'ai 2 lignes de 3 colonnes, et bah une fois qu'on va passer sous 1000 pixels par exemple, ou 900, voilà 900, et bah j'aurai 3 lignes de 2 colonnes. Et ensuite, et bah j'aurai une colonne de 6 lignes. Et en fait, faire les choses comme ça, voilà, là j'ai une colonne de 3 lignes, et là j'ai 3 colonnes de 1 ligne. J'ai de 1 ligne. En fait, faire les choses comme ça, ça va permettre de faire un responsive super facile, parce que moi si on regarde mes media queries, c'est quasiment toujours, c'est principalement le CSS Grid qui change pour mon display grid. Là, quand on passe aux 1440 pixels, CSS Grid, et que du CSS Grid, flex, bon, un peu des flexbox aussi, mais voilà, grid, il y a du grid partout, et ça permet de, voilà, là quand on passe aux 900 pixels, et ben d'un coup, je veux qu'il y ait plus que 2 colonnes et 3 lignes. Et voilà, grid partout. Et en fait, voilà, display grid, ça vous permet, utiliser CSS Grid, ça vous permet de faire un responsive beaucoup plus simple que de bidouiller, à chaque fois adapter le margin, le padding pour des éléments. Ça, c'est une mauvaise pratique. Je vous déconseille de le faire. N'essayez pas de créer plein de media queries et d'avoir un fichier CSS avec 20 000 lignes si vous mettez à chaque fois des règles spécifiques. C'est pas la bonne manière de faire. Voilà, je vous ai expliqué quels sont les critères pour l'évaluation de la soutenance, je vous ai expliqué le déroulement de la soutenance et comment faire pour la faire du mieux possible, et je vous ai également expliqué comment vous améliorer pour le projet 2, c'est d'apprendre comment marche Flexbox et CSS Grid. J'espère que ça vous sera utile, je rappelle vraiment, c'est super important, ne passez pas cette étape-là, vous en aurez besoin pour tous les autres projets. Prenez le temps, même si vous devez prendre 2-3 jours pour vous entraîner que sur Flexbox et CSS Grid, ça ne pourra que vous être utile, vous me remercierez plus tard. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, la prochaine vidéo ça va être le projet 3 je pense. Si vous êtes dans le cas où vous êtes en train de suivre une formation Open Classroom, ou que vous envisagez de commencer une formation de développeur web chez Open Classroom, je vous conseille de suivre mes vidéos et de vous abonner, car vous pourrez avoir plein de contenu qui vous aidera à mettre toutes les chances de votre côté pour réussir la formation. Voilà, abonnez-vous, il y a environ une vidéo par semaine. C'est du contenu quali, en tout cas j'essaye. Petit pouce bleu, je réponds aux commentaires s'il y en a. Et voilà!